Bonjour tout le monde, je suis Pierre-Emmanuel Caplet, le responsable podcast de l'association Public-Ens. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un deuxième épisode de notre série sur les institutions publiques. Cet épisode concerne l'Inspection générale des finances, l'un des grands corps de l'État. En compagnie de Paul Fuseau, j'interroge Gaspard Bianchi et Marie Truffier-Blanc. Nous avons choisi de nous entretenir avec deux personnes pour vous présenter deux manières d'intégrer l'Inspection générale des finances. Comme Gaspard est à l'IGF depuis plus d'un an, nous en avons profité pour lui poser des questions relatives à l'institution dans laquelle il évolue. Bonne écoute. Bonjour tout le monde, c'est Pierre-Emmanuel. Je suis aujourd'hui accompagné de Paul Fuseau. Bonjour Paul. Bonjour Pierre-Emmanuel. Donc Paul va m'accompagner pendant ces deux entretiens. Nous sommes ici avec Gaspard Bianchi, ancien de l'ENS Paris-Saclay, énarque et inspecteur des finances. Bonjour Gaspard. Bonjour. Alors ici, ce n'est pas un beau bureau de l'hôtel de Toulouse comme pour le premier épisode, mais plutôt une des salles de Bercy. Donc pour faire simple, Bercy regroupe plusieurs institutions. Parmi celles-ci, direction du budget, direction générale du trésor et aussi inspection générale des finances. Ici, c'est cette dernière institution qui nous intéresse. Gaspard, peux-tu nous dire brièvement ce qu'est l'inspection générale des finances ? Alors, le service de l'inspection générale des finances, c'est un service qui est rattaché auprès du ministre de l'économie et des finances et aussi des comptes publics et qui peut l'être aussi auprès de la première ministre quand il y a des missions interministérielles. Et c'est un service qui, globalement, fait du contrôle de la dépense publique de la part de gens qui vont gérer de l'argent public et plus majoritairement du conseil sur des politiques publiques pour répondre à des questions que se pose le gouvernement. D'accord, donc j'imagine que c'était pas simple d'intégrer l'inspection générale des finances. Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais nous présenter ton parcours jusqu'à ton métier d'inspecteur des finances ? Donc moi j'ai commencé par choisir une classe prépa BL après le bac, d'abord parce que j'en avais la possibilité et que ça me permettait de continuer à ne pas trop choisir dans les études parce que j'aimais bien étudier, j'aimais bien l'école et j'avais envie à la fois de ne pas me fermer de porte. Ce que permet la classe prépa BL avec les maths et une dimension sciences sociales aussi, et en même temps de rester sur des aspects littéraires qui me plaisaient aussi. Ensuite, j'ai intégré l'école normale supérieure de Cachan, donc qui est devenue l'ENS Paris-Saclay. Là, j'ai choisi plutôt un parcours orienté sciences sociales, mais plutôt, certes en économie, mais plutôt du quantitatif, mais plutôt empirique. Donc j'ai fait de l'économie du développement, de l'économie internationale. Et ensuite, j'ai poursuivi avec une préparation au concours administratif, parce que c'est ça qui m'a plu, et c'est plutôt mes stages qui m'ont orienté vers ça. Donc dans 2 ambassades, et puis au ministère de la Santé et des Solidarités, et j'ai préparé ces concours pendant 1 an, en aimant toujours aussi préparer des concours. J'aimais bien, on apprend beaucoup de choses dans les classes prépa, que ce soit post-bac ou pour préparer des concours. Après, je suis entré à l'ENA. Je ne savais pas du tout que je voulais être inspecteur des finances en entrant à l'ENA. Je voyais plutôt une carrière diplomatique si j'en avais la chance avec le classement de sortie d'avoir ce type de carrière. Et puis, quand j'ai eu le classement, j'ai été voir les différentes administrations qui nous proposaient des postes. Et il se trouve que l'IGF est celle qui m'a le plus plu et dans laquelle je pense que je pouvais être le plus heureux dans les premières années de ma carrière professionnelle. Tu as parlé de tes stages qui t'avaient influencé dans ton choix de carrière. J'ai vu que tu avais eu plusieurs expériences à l'étranger. Tu as travaillé en ambassade à Pretoria et Tel Aviv, si je ne dis pas de bêtises. Comment se passe un travail en ambassade ? Est-ce que c'est dépaysant ? Quelles sont les missions qui sont données ? Alors, je pense que c'est très varié. À la fois en fonction du moment où on choisit de faire ça et de l'opportunité qui nous est donnée et de l'endroit où on est, des gens avec qui on travaille. Sur l'ambassade à Pretoria, moi c'était vraiment ma toute première expérience, on va dire professionnelle. J'étais à la fin de ma première année à l'ENS, je n'avais jamais travaillé et j'ai eu la chance de pouvoir partir à Pretoria donc du mois de mai au mois de septembre 2016. Et là-bas, je suis arrivé à la chancellerie politique. Donc une chancellerie politique, il y a un ambassadeur, en l'occurrence une ambassadrice, et une équipe de conseillers diplomatiques autour d'elle, qui sont des diplomates du Quai d'Orsay, et qui suit et organise les relations politiques avec le pays dans lequel on est. Ça veut dire quoi ? Moi, ce que je faisais très concrètement, c'était beaucoup de suivi de l'actualité de politique intérieure de l'Afrique du Sud. Donc à ce moment-là, il y avait des élections municipales qui étaient intéressantes parce que potentiellement le parti au pouvoir depuis Mandela, donc l'ANC, allait perdre des grandes villes, ce qui aurait été la première fois depuis une vingtaine d'années. Donc il fallait essayer de comprendre comment ça se passait, aller rencontrer les acteurs locaux, faire remonter l'information à Paris.
Donc ce suivi-là. Après, il y avait des aspects plus de négociation. Donc là, on rencontre des administrations locales. Donc on va parler développement du nucléaire, on va parler protection des éléphants d'Afrique, on va parler suivi de la COP 21, on va parler conflit israélo-palestinien, etc. Et donc là, moi, je faisais beaucoup de... Évidemment, moi-même, je menais pas les réunions. J'avais 19 ans, j'étais stagiaire, mais en revanche, beaucoup de suivi. C'était vraiment passionnant. Puis j'ai eu un peu de chance à ce moment-là parce que il se trouve que le corps diplomatique à l'ambassade, il y avait un conseiller qui partait, d'autres qui arrivaient. Et donc ça m'a permis de me sentir vraiment très intégré à l'équipe et de faire vraiment plein de choses que j'ai adoré faire. Et c'est vraiment ça qui m'a un peu décidé à m'orienter vers la fonction publique. Et deuxième expérience à Tel Aviv, très différente, beaucoup plus courte. Dans un service économique où là on fait plutôt le rôle des services économiques, c'est à la fois de comprendre l'économie locale, de répondre aux commandes de l'administration centrale. Typiquement à l'IGF, on passe beaucoup de commandes au service du Trésor pour savoir comment, à ce problème auquel on cherche une solution en France, d'autres États ont trouvé une solution. Donc à Tel Aviv, il y avait beaucoup de réflexions sur le développement du numérique, de l'écosystème de start-up, etc. Donc très différent, puisque là, on rencontre beaucoup de gens et on répond à des questions qu'on nous pose depuis la centrale pour essayer de comprendre ce qu'on pourrait faire mieux en France économiquement. Alors je suis un peu perdu, moi, sur les réformes de l'ENA. Tu m'as dit que tu avais été bien classé pour entrer à l'IGF. C'est-à-dire, c'est quoi ? C'est le top 10 qui rentre à l'IGF ? Comment est-ce que ça se passe ? Alors, comment ça se passait ? Parce que très récemment, donc, le ministre de la fonction publique a annoncé qu'il n'y aurait plus de classement de sortie à l'issue de l'INSP, donc, qui est l'école qui a remplacé l'ENA. Pendant très longtemps, ça se passe de façon assez simple. Vous avez un parcours à l'ENA, et pendant la scolarité à l'ENA, il y a un an, il y a une grande période de stage et une période de cours. Et les périodes de stage sont notées, donc vous avez une visite de stage, des gens qui viennent vous voir et qui essaient de comprendre comment vous travaillez. La personne qui est votre maître de stage, donc soit un ambassadeur dans le stage international ou une ambassadrice, soit un préfet, une préfète dans le stage dans les territoires, vous évalue, vous rendez aussi un rapport de stage et sur cette base-là, il vous note. Et puis après, il y a des épreuves de fin de scolarité qui ont aussi évolué dans le temps. Mais classiquement, on retrouvait la légistique, donc l'épreuve de l'écriture du droit ou des normes, la gestion économique et financière, qui était une épreuve plutôt d'analyse économique et financière d'une politique publique, et souvent une épreuve orale. Alors je crois qu'elle a changé, là pour le coup, je ne suis pas trop sûr de ce que c'était tout le temps, mais en gros une épreuve orale de management, où on vous met dans des situations, on vous pose des questions. Et à partir de ça, il y a un classement qui a été fait, et en fonction de ce classement, le premier du classement choisissait parmi une liste de postes mise à la disposition des élèves de l'ENA. L'IGF, si je vais directement à la question comment on faisait pour rejoindre l'IGF à ce moment-là, l'IGF ça avait la réputation, c'était ce qu'on appelait un des grands corps de l'État, c'est un des grands corps de l'État, même si ce corps est mis en extinction aujourd'hui. Et donc c'était plutôt assez choisi par les mieux classés. Aussi, je pense, moi, à titre personnel, parce que au-delà de la réputation que ça peut avoir, et donc forcément on est pris quand on sort de ça par un effet très fort de dépendance au sentier où on ne veut pas forcément être le premier à choisir autre chose, et je pense que ça pèse sur beaucoup de monde, même si on dit tous non, moi j'ai choisi parce que c'est ce que je préférais, et qu'on le pense, parce que moi je le pense, il y a quand même cet effet là, mais l'IGF sortait parmi les premiers du classement. Après, il y a des années où je crois que c'est monté jusqu'à 7 postes ouverts à l'IGF sur certaines années, et moi mon année, comme la réforme était déjà en cours et qu'on souhaitait limiter l'accès au grand corps directement après l'ENA, il y avait 3 postes qui étaient ouverts à l'inspection générale des finances, et donc c'était plutôt des gens dans les 10-15 premiers qui pouvaient y accéder. Ok. Dans notre promotion, certaines personnes sont intéressées par l'ENA. Alors là, forcément, ils vont écouter attentivement cette question, à savoir comment as-tu préparé l'ENA ? Si tu avais des conseils, des astuces J'ai préparé l'ENA. Je dirais d'abord que j'ai vraiment préparé l'ENA pendant mon année de préparation de l'ENA. C'est-à-dire que je n'ai pas préparé l'ENA avant d'une année où j'étais inscrit dans une classe de préparation à l'ENA. Moi, j'ai fait celle de l'Université Paris 1 et de l'ENS Ulm. L'été d'avant, forcément, je me suis dit, j'ai jamais fait de droit, il faut que je regarde un manuel de droit public ou des choses comme ça. En fait, j'ai l'impression que quand on essaie de se préparer trop avant et qu'on réfléchit trop avant, on n'est pas forcément le plus efficace possible. Une fois qu'on est guidé et orienté, c'est plus facile. Donc je pense que le conseil que je donnerais, c'est intéressez-vous, regardez autour de vous si vous avez des conférences, des choses qui vous plaisent. Enfin, essayez d'en savoir plus pour être sûr que c'est ça qui vous plaît. Et après, n'essayez pas de préparer le concours avant le moment où vous êtes censé préparer le concours. Ça sert à rien de se stresser trop longtemps à l'avance, je pense. Enfin, j'espère en tout cas. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Et après, j'ai fait une année de préparation. Alors là, il y a plusieurs préparations possibles. Des conseils très précis sur comment on fait bien une année de préparation. Je ne sais pas si je suis hyper légitime pour en donner, mais déjà, ça permet de voir si on est intéressé par les matières. Ça permet de
d'apprendre plein de choses et de se rendre compte aussi, parce qu'on en apprend plus sur les concours, quel type de concours on veut passer. Est-ce que c'est vraiment toute la fonction publique qui nous intéresse? Est-ce que dans la fonction publique, il y a des métiers qui nous plaisent plus que d'autres? Il y a plein d'autres concours de la fonction publique. Typiquement, moi, donc j'ai réussi le concours du premier coup, mais sinon, je pense que j'en aurais passé d'autres. J'aurais certainement passé le concours du ministère des Affaires étrangères, donc de secrétaire des Affaires étrangères. Je ne sais pas comment il va évoluer avec les réformes. Il y avait éventuellement aussi le concours pour rejoindre la Banque de France, qui est un concours avec moins d'épreuves, et je pense où ils font des métiers aussi intéressants. Et après, il y a des gens qui sont beaucoup plus versés, par exemple sur des politiques territoriales, qui en fait ont envie de servir, d'être dans la fonction publique, mais plutôt sur des échelles opérationnelles de projets locaux ou auprès de collectivités. Donc là, il y a l'INET. Enfin, vraiment, je pense que c'est une année aussi où on essaie de comprendre quel genre de métier on aimerait faire, même si on n'a pas vraiment d'idée non plus de ce que sont ces métiers. Enfin, moi, et encore aujourd'hui, je ne sais pas exactement ce que font tous mes collègues de l'ENA qui ont choisi d'autres métiers que le mien. C'est ici que je passe la main à mon ami Paul Fuseau pour les questions plus spécifiques à l'Inspection générale des finances. Alors, sur la question de l'Inspection générale des finances, déjà, je voudrais, pour commencer, est-ce que tu pourrais présenter plus précisément le rôle de l'IGF au sein un peu de cette grosse machinerie qui est de Bercy, avec plusieurs administrations qui sont rattachées? Qu'est-ce qui distingue l'IGF d'autres administrations qui sont dans Bercy? Je dirais que la plus grosse distinction, c'est que l'IGF n'est pas chargé directement d'un type de politique publique. Dans Bercy, il y a la direction du budget. Tout ce que je vais dire est peut-être un peu imprécis, mais en tout cas, c'est ma vision des choses. La direction du budget donc, s'occupe du budget de l'État. Donc, elle va organiser les débats budgétaires avec toutes les administrations avant que le budget soit présenté au Parlement. Donc l'idée, ça va vraiment d'une année sur l'autre de dire combien l'État va dépenser pour ses politiques publiques, comment on contrôle que ces politiques publiques, elles sont pertinentes, proportionnelles, comment on surveille que notre dette, elle n'est pas trop grande, etc. Et donc eux, ils vont vraiment jouer un rôle de gardien du bon état des finances publiques dans toute l'administration. Ils travaillent avec tout l'État pour faire ça. Après, il y a la Direction générale du Trésor. Et eux, ils sont vraiment chargés de définir la politique économique, macroéconomique et microéconomique de la France, avec des sous-directions qui vont s'occuper de tel champ sectoriel, etc. Il y a la Direction générale des finances publiques qui va s'occuper de la collecte de l'impôt, qui est vraiment des métiers très opérationnels, ils sont partout en France, etc. Des relations aussi beaucoup avec les entreprises, c'est eux qui ont distribué une partie des aides, notamment pendant la crise sanitaire. Et donc la DGCCRF qui s'occupe de concurrence et de fraude, les douanes qui s'occupent des services douaniers, j'en manque sûrement. L'Inspection générale des finances n'a pas de politique publique en tant que telle à mener et dont elle est responsable. Donc ça, c'est une vraie différence. Et qu'est-ce qu'on fait? Nous, on est en appui du gouvernement, donc il nous donne des lettres de mission, très concrètement. Donc on ne décide pas tout seul de s'occuper de ça ou ça. Il y a un ministre ici à Bercy ou la première ministre qui a un problème qu'il n'arrive pas forcément à résoudre ou que son administration n'a pas le temps de résoudre ou sur lequel il n'y a pas de consensus ou sur lequel on a besoin d'un appui extérieur. Et un peu comme on fait appel à des cabinets de conseil dans des entreprises, on demande à l'Inspection générale des finances de mobiliser des gens, de prendre du temps entre 2 et 6 mois pour donner des réponses aux questions qui sont posées. Ça, c'est 80% de nos missions. Et après, il y a d'autres missions. Il y a des missions où les inspecteurs sont mis en assistance. Donc là, c'est une personnalité qualifiée, un député, un élu, ou quelqu'un de l'administration, ou une administration qui a besoin d'aide parce qu'il y a une grosse charge de travail ou quelque chose comme ça. À ce moment-là, il y a des inspecteurs des finances qui peuvent venir en appui aider ces politiques publiques. Par exemple, cette année, la Direction générale du Trésor a dû mettre en œuvre les sanctions économiques sur la Russie et accompagner les entreprises françaises. Et il y a des inspecteurs des finances qui ont été aidés là-bas. Et le dernier type de mission, c'est les missions de contrôle, où là, on va aller regarder ce que fait un acteur de l'argent public qui est mis à sa disposition. Et donc, c'est la plupart du temps des acteurs publics. Et ces missions, pour le coup, c'est les seules où de temps en temps, on décide nous-mêmes d'aller quelque part. Typiquement, la première mission d'un inspecteur des finances, c'est toujours une mission de contrôle pour apprendre la méthode de l'inspection, qui est vraiment d'essayer d'objectiver les choses en allant chercher de descendre, d'avoir le plus d'éléments qui permettent de justifier ce qu'on écrit et pas d'éléments seulement rapportés ou etc. Et donc cette mission-là, elle apprend ça, c'est la première qu'on fait. Et là, c'est le service qui décide où on fait cette mission. Moi, c'était dans des universités. Et parfois, on a aussi des missions de contrôle qui sont commandées, comme celle sur les EHPAD d'Orpea, où là, c'est le gouvernement qui dit, voilà, on a tel acteur, il a eu de l'argent public, on voudrait savoir ce qu'il en a fait et comment.
Et là, c'est l'inspection qui a été vérifiée, la comptabilité et la manière dont Orpea a dépensé l'argent public. Donc le rôle de l'IGF, c'est, pour synthétiser par rapport aux administrations, aux autres administrations de Bercy, c'est pas de gérer une politique publique, mais c'est d'apporter un appui soit de stratégie, soit opérationnel, soit même de contrôle sur des politiques publiques qui ont une composante économique, budgétaire ou financière. Ok. Très bien. Alors, comme tu l'as dit, il y a plusieurs types de missions que vous effectuez à l'IGF. Est-ce que pour qu'on se rende compte concrètement qu'est-ce que c'est, est-ce que tu pourrais nous parler d'une mission que tu as effectuée ? C'est quoi ta journée, enfin tes différentes journées quand tu réalises cette mission ? Et est-ce que dans ce cadre-là, ta formation en économie à l'ENS t'apporte une plus-value ou pas trop ? Alors, donc c'est une question en deux parties. C'est ça. Sur la première partie, qu'est-ce qu'on fait dans une mission ? Ça dépend énormément des missions. Moi, par exemple, j'ai fait la mission de contrôle des EHPAD du groupe Orpea. Là, on avait très peu de temps puisqu'on avait 5 semaines pour faire tout le travail. Et donc, une journée, ça allait être... Moi, j'ai été dans des EHPAD au début. Donc, soit on a préparé pendant 2-3 jours une trame de contrôle. Donc, on se réunit ici. Chacun dans son coin travaille un peu en chambre et on prépare des questions qu'on a envie de poser au groupe qu'on contrôle et des documents qu'on a envie de récupérer en essayant d'avoir une espèce de trame d'audit, c'est-à-dire je veux savoir, pour savoir si le groupe Orpea gère bien l'argent public qui lui est attribué, à quelle question j'ai besoin de réponse. Et pour trouver une grande réponse, on fait plein de petites questions. Et donc là, on les prépare. Et puis ensuite, on va leur poser dans des EHPAD. Puis une fois qu'on a récupéré assez de matière dans les EHPAD et au siège, on revient ici écrire notre rapport, mais toujours en interaction avec la structure. Donc on envoie des mails en disant « Est-ce que j'ai bien compris ce que vous m'avez expliqué ?» Comme ça, les gens peuvent nous le confirmer. Donc ça, c'est une mission de contrôle. Les autres missions, c'est plutôt des entretiens. Donc on se rend à des entretiens, on écoute... quasiment 200 personnes sur ma dernière mission, par exemple. On collecte de la donnée. Il y a une première phase où on essaie de cadrer, donc on essaie de comprendre la question qui nous est posée, les grands enjeux du problème. Et une fois qu'on a fait ça, ça nous permet de définir les petites questions auxquelles on doit répondre et les problèmes techniques qu'on doit dépasser. Puis pendant 2 ou 3 mois, on travaille à dépasser ces problèmes avec plein d'interlocuteurs et plein de données. Puis à la fin, il y a une période de finalisation où on rédige un rapport qu'on va rendre à nos commanditaires, et ce rapport, on essaie toujours de vérifier avec les gens qui nous ont le plus aidés qu'on n'a pas écrit de bêtises dedans. Donc on l'envoie à nos interlocuteurs en disant est-ce que ça vous paraît refléter la réalité. Donc ça c'est la première question, pardon je suis un peu bavard. Et est-ce que l'économie m'a aidé ? L'économie m'a aidé, m'aide dans des bouts de mission pour comprendre quand on a une mission à forte dimension économique, et il y en a qu'on fait. Il y a une mission qui a été publiée récemment sur les enjeux macroéconomiques de la transition écologique. Typiquement, alors il y a le rapport Pisani qui a été fait par l'inspectrice générale, il y a aussi un rapport de l'inspection sur les modèles macroéconomiques qui vient d'être publié. Typiquement, oui là la formation en économie aide. Après, la formation à l'ENS, elle aide aussi, et pas que en économie, simplement en termes de méthode, de côté, il faut aller chercher vraiment le plus possible le lien causal réel entre telle politique publique et ses effets, comment on va objectiver le plus possible les choses. Et ça, je pense que c'est de manière générale l'enseignement à l'ENS qui peut aider à faire ça et apporter quelque chose de complémentaire d'autres types de compétences qu'on a ici, soit de gens qui ont fait l'NCAE, soit de gens qui ont fait Sciences Po, etc. Ok. Bah, pour que ce soit peut-être un peu plus systématique, comment se constitue la trajectoire, parce que tu l'as un peu parlé pour la mission d'Orpea, comment se constitue la trajectoire d'un rapport ou d'une mission de l'IGF ? Quelles sont les institutions qui peuvent passer commande et où finit le rapport généralement ? Est-ce que vos recommandations sont suivies ? Si oui, dans quelle mesure ? Alors, comment se constitue la trajectoire d'un rapport ? D'abord, il y a un besoin, et ce besoin, il va soit émaner d'un ministre ou d'un cabinet ministériel de Bercy ou d'ailleurs, mais avec une dimension économique et financière, soit d'une administration qui dit, en fait, là, je m'en sors pas, ou j'ai besoin de gens qui vont prendre un pas de côté, ou j'ai une approche que je juge légitime, mais c'est peut-être plus difficile de la porter tout seul, donc j'ai peut-être besoin d'un appui extérieur pour la porter. Donc là, il y a une lettre de mission qui est rédigée et qui est envoyée à la chef du service ici. Et ensuite, ici, il y a la numéro 2 du service qui désigne, en lien avec la chef du service, les gens qui vont faire cette mission. Soit on est tout seul, donc il n'y a que des gens de l'IGF, soit on est avec d'autres inspections dont le champ d'action est aussi concerné par la mission. Donc ça peut être l'inspection générale de l'environnement et du développement durable, le conseil général de l'économie, etc. Les rapports, ils sont tous, ce que je disais, très différents en durée, mais en gros, il y a toujours ce triptyque, une phase de cadrage où on essaie de dire à quel problème on va essayer de résoudre et pourquoi et comment. Une phase de déroulement où on essaie de résoudre ces problèmes dans notre rapport, etc. Puis une phase de rédaction, restitution, où on rédige, on confronte nos solutions et on les restitue ensuite à nos commanditaires.
qu'est-ce qui arrive des recommandations ? C'est pas à l'inspection générale des finances de dire ce qui doit être fait ou non. Nous, on fait ce qu'on appelle des recommandations, des préconisations, des propositions, et c'est plutôt les ministres qui décident après, puisque c'est des décisions politiques souvent, ce qui doit être fait du rapport qui a été proposé. Les recommandations ne sont pas toujours reprises. Il y en a quand même beaucoup qui sont très très opérationnelles, donc qui sont reprises parce que quand il s'agit de changer, quand on a résolu un petit problème technique, c'est pas forcément très coûteux pour l'État de corriger ce petit problème, et donc forcément elle va être plus facilement mise en œuvre. Après, les recommandations structurantes, comme tout rapport, elles ne sont pas toujours reprises, et c'est normal, ça relève d'arbitrage politique aussi, je pense, et donc c'est normal qu'on ne soit pas toujours suivi. Après, moi, mon impression, c'est qu'il y a des rapports, ils ne sont pas suivis d'effet tout de suite, mais en fait, il y avait une bonne idée dedans, et donc quelques années après, on le ressort, on dit ça c'était bien, on va le faire. Parfois, il y a des rapports un peu plus ratés, alors, le moins possible, j'espère, mais on n'a pas trouvé la solution au problème, parce qu'en fait, il n'y en avait peut-être pas, ou quelque chose comme ça, ils servent un peu moins. Mais la plupart du temps, ils éclairent, ils facilitent au moins la manière de penser un sujet, parce qu'ils sont assez longs et très complets normalement. Et donc, même si la solution n'est pas forcément la bonne, ils offrent au moins un panorama du problème assez précis qui peut toujours être utile. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Si, c'est même très clair. Donc maintenant, on voit un peu mieux le rôle de l'IGF dans le paysage de l'administration française. Comme tu l'as dit, en ce moment, il y a une réforme de l'État sur différents stades, le recrutement, les carrières, une fois qu'on y est. Et au vu des derniers décrets qui ont été publiés, est-ce que ça sert encore à quelque chose de faire ? Est-ce que ça sert encore de faire l'INSP pour entrer à l'inspection générale des finances ? Et plus globalement, comment se réorganise le recrutement de l'institution ? Est-ce qu'on a plus de diversité dans les profils ? Est-ce que c'est plutôt des profils académiques, des gens issus du monde privé, ou des gens qui ont déjà une expérience dans le monde de l'administration ? Alors, effectivement, il n'y a plus d'accès direct à l'inspection générale des finances à partir de l'année prochaine, depuis directement l'Institut national du service public. Cependant, l'inspection générale des finances va continuer de recruter des inspecteurs et inspectrices des finances qui auront entre 2 et 5 ou 6 ans d'expérience après l'INSP. Et donc, faire l'INSP en se disant peut-être qu'un jour j'aurai envie de travailler pour l'inspection générale des finances et ça me fera plaisir et je pense que je pourrais être utile et ça a l'air hyper intéressant comme métier, moi je le pense en tout cas, et donc je veux le faire, c'est tout à fait possible. Et donc se dire ce qui m'intéresserait, ça m'intéresserait potentiellement de travailler à l'inspection générale des finances, mais en fait je peux plus le faire directement après l'INSP, donc je vais pas passer les concours de la fonction publique. Je pense pas que ce soit un bon raisonnement. D'abord parce que quand on travaille à l'inspection générale des finances, on le fait pour 3 ou 4 ans, on le fait pas, en tout cas quand on est en début de carrière, après on peut y revenir. Mais donc on sait qu'on va forcément travailler ailleurs dans l'administration à un moment. Et donc si on veut faire l'INSP que pour aller à l'inspection générale des finances, je pense pas que ce soit une super idée. Et après, en revanche, ça peut toujours servir de faire l'INSP. Et donc je pense pas qu'il faille... je pense pas qu'on puisse dire que ça ne sert plus à rien de faire l'INSP si on veut rentrer à l'inspection générale des finances. En revanche, nous, on va recruter des gens qui ont de l'expérience, donc entre 2 et 5 ans, et qui n'ont pas forcément fait tous l'INSP. Ça peut être d'autres gens qui ont passé d'autres concours de la fonction publique, qui sont administrateurs du Sénat, de l'Assemblée, directeurs d'hôpitaux, administrateurs de l'État, contractuels d'autres administrations, etc. Est-ce que ça conduit à plus de diversité ? Je sais pas. Moi, ce que je vois en tout cas à mon échelle, c'est que il y a des gens très divers ici, pas forcément en termes d'origine sociale, comme dans toute la haute fonction publique, c'est pas toujours le cas. Mais en revanche, en termes de compétences, de filières, on a des gens qui sont un peu plus juristes, d'autres qui sont beaucoup plus quantitatifs, versés sur l'étude de la donnée, d'autres qui sont très politique publique, etc. Et ça, pour le coup, oui, il y a un peu de tout. Et dans nos recrutements, on a des gens qui travaillaient plutôt dans les préfectures, d'autres qui étaient en cabinet ministériel, d'autres qui étaient dans l'administration. Donc on essaie d'être divers avec 2 tendances, peut-être moi que je vois, mais c'est à mon échelle. Une tendance qui est qu'on traite de plus en plus de masse de données et que donc quelqu'un qui comprend, pas forcément quelqu'un qui est un data scientist, comme on peut dire, mais quelqu'un qui comprend comment on fait ça, c'est une plus-value, même si on est forcément ouvert à d'autres profils. Et puis une volonté toujours, mais ça c'est toujours pareil, c'est facile à dire, mais d'excellence, de gens qui ont envie de venir ici, qui vont être contents de faire ce qu'on fait. Et comme c'est un métier sympa à faire, il y en a plein des gens qui seraient contents de faire ça. Donc, mais c'est plus comme ça que se organise le recrutement. Et donc le recrutement maintenant il est ouvert par des appels à candidature tout simplement, avec des procédures de sélection ici, des comités de sélection qui vont choisir des profils, des entretiens de motivation, des mises en situation écrites. Et puis des entretiens finaux avec la chef de service et son adjointe.
Donc ça reste assez sélectif, peut-être plus ouvert d'une certaine façon sur plein de profils différents. Et en même temps, ça reste, je pense, très sélectif et c'est pas forcément toujours facile, j'imagine, de venir ici. Gaspard, merci. Je vous en prie. On a donc vu que l'une des manières pour intégrer l'IGF est de passer par la voie ENA, mais une autre voie est possible. C'est cette voie que nous allons explorer à travers le parcours de Marie Truffier-Blanc, également normalienne Paris-Saclay et inspectrice adjointe des finances depuis septembre dernier. Bonjour Marie. Bonjour. Marie, quel a été ton parcours avant d'intégrer l'IGF ? Donc j'ai fait une classe préparatoire BL au lycée Thiers à Marseille. Donc BL c'est Cagnes-Hippocagne, donc éco, sociaux et aussi histoire, littérature, tout ça. Ensuite, à l'issue de ma classe prépa BL, j'ai fait l'ENS Paris-Saclay. Enfin, j'ai intégré l'ENS Paris-Saclay, ce qui était à l'époque le département de Détroit que j'ai compris, qui a fusionné maintenant en département de sciences humaines et sociales. La première année, j'ai fait une licence sociologie économie. Et après, je me suis spécialisée en économie avec un master d'économie. J'ai fait un stage à la Bundesbank puisque je faisais un peu des sujets macro et un stage à l'OFCE aussi, donc sur de la macro monétaire. Et après, j'ai fait une année de recherche prédoctorale à l'étranger, donc l'année HARP, à Harvard avec le professeur Vincent Ponce, où j'ai étudié plutôt des sujets d'économie politique. Et après ce parcours de recherche, comment t'es venu à l'inspection générale des finances, comment ça s'est déroulé ton parcours? Et parce que Gaspard nous en a parlé, parce que c'est un statut qui est de... t'es inspectrice des finances adjointes. Mm-hmm. Et est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise situation? Je ne me permettrai pas de dire que c'est une mauvaise situation. Donc, dans tous les cas, c'est une super opportunité. Donc en fait, moi, comme je vous l'ai décrit, j'ai un parcours plutôt recherche en économie et que j'ai beaucoup apprécié. Mais c'est vrai que je pense, comme beaucoup d'élèves peuvent parfois le ressentir, on a un peu le sentiment de ne pas être trop dans l'aspect concret. Si on est intéressé par les politiques publiques, même si la recherche permet d'étudier aussi les politiques publiques, j'avais la volonté vraiment d'aller plus sur des sujets plus concrets, d'être vraiment dans l'action publique en fait. Et l'IGF et la procédure IFA, donc inspectrice des finances adjointes, inspecteur des finances adjoints. Désolée pour tous les acronymes d'ailleurs, mais IFA, donc voilà, inspecteur des finances adjoints. La procédure IFA est super parce qu'on peut l'intégrer après une sortie d'école. Donc si on n'a pas envie ou on ne se sent pas de faire l'ENA, pas tout de suite, enfin l'INSP maintenant, on n'a pas envie de se lancer dans une prépa concours administratif, c'est une super opportunité. Et franchement, c'est une très bonne condition. Enfin, on est à la même hauteur que les IF, en fait, donc inspecteurs des finances. On fait les mêmes missions qu'eux, on est staffé sur les mêmes missions qu'eux, on est autant impliqué dans les missions, on est comme eux, membres d'une équipe de mission au même niveau hiérarchique, en fait, sous du coup l'autorité d'un chef de mission. Donc, est-ce que tu peux un peu détailler le processus de sélection, comment ça se passe ? Alors, processus IFA, ça fait 2 ans qu'elle est mise en place. Donc moi, j'étais la 2e promo. Elle va être mise en place l'année prochaine, donc pour la 3e promo qui commencera au septembre 2023. Donc c'est une série de 4 étapes de recrutement. La première étape, c'est CV lettre de motivation, donc screening CV lettre de motivation. Ensuite, on peut être appelé ou non du coup pour faire le QCM avec 3 parties. Donc c'est une partie questions plutôt économiques, ça va être plutôt des questions en fait finances publiques. Je crois qu'il y a des exemples. En fait, pour ça, d'ailleurs, j'invite tout le monde qui est intéressé à regarder le rapport de jury qui a été publié juste hier, donc qui est disponible sur la page LinkedIn de l'IGF et aussi sur le site internet, je suppose. Je l'ai aussi partagé sur mon LinkedIn, si jamais vous êtes sur mon LinkedIn. Marie Truffier-Blanc, il faut la suivre. Voilà. non, mais si jamais vous cherchez les infos, en tout cas, elles sont un peu partout. Mais le rapport du jury explique bien en fait ces étapes. Mais donc QCM, il y a des extraits du QCM dans le rapport de jury, donc c'est intéressant de regarder. Donc une première partie avec des questions économiques, une deuxième partie avec des questions plutôt administratives de droit. Moi personnellement, comme vous l'avez vu dans mon parcours, j'ai jamais fait de droit et bon, il suffit non, mais il faut un petit peu réviser la chose, savoir ce que c'est un décret, une loi, comment on passe un PLF et tout, mais un projet de loi de finances. Mais c'est tout à fait accessible, même pour quelqu'un qui a jamais fait de droit, parce qu'en fait moi j'avais pas fait de droit. Effectivement, il y a des questions un peu complexes auxquelles j'ai pas répondu parce que c'est un QCM à points négatifs. Donc voilà. Et la troisième partie, c'est plutôt question culture scientifique. Donc là, pareil, en vrai, c'est de la culture scientifique que je pense est accessible quand même à tout le monde. C'est pas des trucs trop compliqués qui sont que pour les personnes qui ont fait une école d'ingé. C'est accessible à tout le monde. Il faut encore une fois regarder bien les exemples qui ont été diffusés. Donc après QCM, encore une fois, il y a une phase de sélection et on arrive à la troisième étape qui est un peu la plus lourde puisqu'il y a 2 oraux et une épreuve écrite. Les 2 oraux, ça va être un oral de mise en situation, enfin de motivation et un oral d'étude de cas, pardon. Dans l'étude de cas, il y a une petite partie mise en situation.
Et il y a une épreuve écrite qui consiste à, en fait, on reçoit un dossier, un assez gros dossier documentaire, et on a 10 heures, donc toute la journée, pour se mettre en situation en fait, de travail, toute la journée pour produire ce qui s'appelle une note de cadrage. Donc c'est un document qu'on produit souvent dans une mission à l'IGF, et donc il faut produire une note de cadrage, mais bien sûr, il n'est pas attendu de nous qu'on produise une note de cadrage parfaite au format IGF. Enfin, moi, par exemple, j'avais jamais fait de stage à l'IGF, jamais non plus. Enfin, je connaissais pas trop le style de faire des notes administratives. Et pourtant, voilà, j'ai aussi, je pense, avoir pas trop mal réussi cette épreuve, en tout cas. Enfin, c'est possible, voilà, d'y arriver. Et la dernière étape, ensuite, c'est un entretien avec la chef de service. Donc ça, c'est un entretien de à peu près 45 minutes, 1 heure. Sur son parcours, sur plein de choses différentes, qui est très, très, très intéressant. Et ça, ensuite, il y a la sélection cette dernière phase de sélection, quoi. Ok. Donc, une fois que tu es arrivé en procédure IFA, pour être concret, est-ce que tu peux nous dire sur quel sujet précisément tu travailles ou tu as travaillé? Et concrètement, pas dans une journée type, mais c'est par une journée parmi tant d'autres, qu'est-ce que tu fais quand tu travailles? Donc la première mission qu'on fait, c'est une mission de vérification. Donc ça, tout le monde passe par là quand on arrive à l'IGF. C'est une mission en fait d'audit, de vérification d'un établissement public. Nous, on a audité, donc ma promo, on est une promo de 10 à être arrivée au 1er septembre. On a audité les SAFER, Sociétés d'aménagement foncier et rural, qui ne sont pas vraiment des établissements publics, mais qui sont quand même des établissements qui ont des missions d'intérêt général. Donc c'est à ce titre-là qu'on a pu les auditer. Cette mission de vérification, c'est très important à l'IGF parce que c'est très formateur. Ça permet effectivement d'apprendre un grand nombre de compétences dans un temps assez réduit, parce que c'est une mission avec un rythme assez soutenu. Donc c'était très intéressant de pouvoir tout de suite être mobilisé sur une mission. Et en fait, on était en binôme, donc un IFA, un IF. Donc c'est aussi pertinent de pouvoir travailler avec quelqu'un qui a un peu plus d'expérience dans l'administration. Et donc cette mission qu'on vient juste de clôturer il y a quelques semaines, donc c'est terminé. Et maintenant, je travaille sur une mission, je ne peux pas dire trop les sujets, mais sur une mission en lien avec l'environnement. Donc il y a beaucoup de sujets liés à l'environnement à l'IGF. Donc ça, c'est, je pense, assez intéressant pour la plupart des étudiants qui pourraient être intéressés, parce que l'environnement est un sujet de plus en plus important. Et moi-même, ça m'avait beaucoup intéressé de voir que l'IGF travaillait sur ces sujets. Et c'est super intéressant, je suis hyper contente de travailler sur ces sujets-là. D'un terme plus concret, donc j'avais pris quelques temps pour réfléchir un peu comment je pourrais vous décrire un petit peu une journée type, parce que chaque journée est différente. En fait, dans le travail de l'IGF, il y a des moments où on a des entretiens, où on audite en fait, enfin on n'audite pas, on auditionne, pardon, des interlocuteurs sur le sujet en fait. Je pense à un rapport qui a été publié sur comment est fait l'évaluation macroéconomique de la stratégie, par exemple bas carbone. C'est un rapport public qui peut être regardé sur le site de l'IGF. Là, par exemple, il faut aller auditionner la DG Trésor, plein de personnes qui sont à même de parler de ce sujet-là et de voir comment on peut étudier ces questions-là. Donc il y a des journées où on a pas mal d'entretiens. Il y a aussi, là, comme on est au début de la mission, ça consiste beaucoup à de la lecture de rapports, de documents, pour préparer à la fois les questions qu'on va poser aux personnes qu'on interroge, pour se familiariser avec le sujet, parce que bien sûr, en fait, plusieurs fois par an, on change de mission, donc à chaque fois, il faut découvrir une nouvelle mission, un nouveau sujet. On n'est pas toujours à la pointe sur ce sujet-là, donc c'est hyper intéressant. Justement, il y a beaucoup de choses à apprendre. Et donc oui, je dirais qu'une journée, ça peut être des entretiens, de la lecture, des réunions aussi d'équipe, parce que souvent, la plupart des missions sont aussi des missions conjointes, donc on a des relations avec d'autres inspections conjointes, donc il y a aussi des réunions, il faut se coordonner, travailler. Moi, je suis en binôme avec un IF, un inspecteur des finances sur cette mission. Donc voilà, on fait des points régulièrement pour discuter de où on en est, ce qu'on a lu, se partager les lectures intéressantes. Des fois, on se fait des petites notes, on a des idées de grandes réflexions, de grands axes de réflexion, on se les partage. Donc là, c'est vraiment le moment où on réfléchit aux grands axes d'études, d'analyse du sujet. Je ne sais pas si c'est très concret, j'espère que c'est un peu plus clair. Je vais poser une question qui n'a rien à voir. Donc, tu as dit que tu avais travaillé à Harvard. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler? Comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce qu'on fait de la recherche à Harvard? J'ai passé 1 an à Harvard où j'ai fait mon année de recherche prédoctorale à l'étranger, donc année HARP, dans un parcours ENS, mais en fait, c'est aussi accessible à plein d'autres étudiants qui pourraient nous écouter, parce qu'en fait, c'est faire une année où on est research assistant, donc assistant de recherche d'un chercheur. Donc moi, j'en ai rencontré plein d'autres backgrounds à Harvard. Et il y a plein de choses à discuter sur ce sujet, mais c'est une super expérience à nouveau, parce qu'on a l'occasion de voir comment fonctionne une fac américaine de l'intérieur, ce qui est totalement différent du modèle français. Faire de la recherche en plus à Harvard, c'est
Enfin, la recherche dans une fac américaine, c'est vraiment un énorme processus qui fonctionne, qui a beaucoup de fonds, qui a beaucoup de moyens, qui invite, voilà, par exemple, toutes les semaines, il y avait des séminaires avec des chercheurs et c'est impressionnant de voir la recherche en train de se faire, de voir tous les chercheurs qui interrogent la personne qui est en train de présenter. C'est très stimulant. On apprend plein de choses, enfin, du coup, toutes les semaines, et même plusieurs fois par semaine, on a accès à des séminaires de chercheurs, des séminaires d'étudiants qui présentent leurs travaux de thèse. Donc ça, c'est encore plus intéressant de voir les nouvelles idées, etc. Et c'est vraiment impressionnant. Et donc moi, je travaillais avec le professeur Vincent Ponce, qui est donc un chercheur qui est français, mais qui est installé aux États-Unis, qui travaille sur des sujets plutôt d'économie politique. Et c'était vraiment très bien de pouvoir être inclus dans ce projet-là, parce que j'étais l'assistante de recherche de Vincent Ponce. Donc, sur un projet en particulier, on étudie en fait l'impact des grands mouvements sociaux sur les préférences politiques des individus. Et puis à côté de ça, j'ai pu aussi assister à des cours. Donc j'ai fait des cours très, très variés. J'ai fait des cours d'économie, voilà, pour enrichir encore mes compétences d'économie. J'ai aussi fait des cours de sciences politiques. J'ai fait des cours d'allemand aussi, un cours notamment de théâtre en allemand. J'ai fait une pièce de théâtre en allemand à Harvard. Donc voilà, c'est impressionnant l'accès aux cours qu'on peut avoir et c'est vraiment génial. Ça aussi, ça permet d'avoir voilà, une double casquette, en même temps de faire de la recherche, en même temps de continuer à aller un petit peu en cours et tout. Donc c'est très intéressant. Donc le fait que tu assistes aux cours, ça fait que tu as dû payer certains frais de scolarité à Harvard ou pas du tout? Non, en fait, on est auditeur de cours, on n'est pas élève à proprement parler, c'est-à-dire qu'on passe pas les examens, on fait pas les DM et tout, mais on peut tout à fait être intégré dans des cours et en général les profs d'ailleurs acceptent. Il faut juste envoyer un mail en fait aux profs qui nous intéressent, aux cours qui nous intéressent. Pareil que l'université d'Harvard, beaucoup de personnes sont intéressées par le fait d'intégrer l'inspection générale des finances. Donc j'ai posé la même question que j'avais posée à William Onveau pour notre premier épisode. Quel conseil donnerais-tu à des étudiants qui seraient intéressés par cette institution, à savoir l'IGF? Oui, alors je pense que vous en avez peut-être déjà évoqué ça aussi avec Gaspard, mais il y a plusieurs manières d'intégrer l'IGF. Donc déjà, si on est en cours d'études, il y a les stages, qui sont des stages de 6 mois, qui sont, je pense, très responsabilisants et vraiment très intéressants. Donc voilà, postuler en stage si vous voulez juste savoir quelles sont vraiment plus les missions de l'IGF, c'est super intéressant. Niveau master Oui, c'est plutôt niveau master. Okay. Mais voilà, les profils recherchés sont vraiment diversifiés, donc il ne faut pas hésiter à postuler en stage. Et c'est vraiment des missions intéressantes. Donc je recommande en tout cas cette procédure si les personnes sont intéressées en tant qu'étudiants en fait. Et en sortie d'école, pour intégrer l'IGF et y travailler, il y a deux possibilités, donc soit la procédure IFAS que j'ai fait, donc inspecteur des finances adjoint que j'ai décrit, soit la procédure, soit l'intégrer en tant que IF, donc inspecteur des finances. Donc ça c'était jusque-là possible en sortie ENA. Maintenant avec la réforme en sortie INSP, avec la réforme de l'INSP des grands corps, ce n'est plus cette procédure-là qui existe, mais l'IGF vient de lancer une nouvelle procédure qui recrute des inspecteurs des finances à en gros ENA plus 2. Donc ça c'est possible, c'est aussi, toutes les informations sont disponibles sur la page LinkedIn de l'IGF. Le site de l'IGF. Ou le site de l'IGF, c'est vrai qu'on parle beaucoup de LinkedIn, mais le site de l'IGF a aussi toutes les infos. Et ça du coup, ça parlera peut-être moins aux étudiants, mais c'est quand même une opportunité qu'on peut avoir en tête, puisque c'est une procédure qui permet de recruter des gens qui sont contractuels, ou alors dans la fonction publique, dans des grands corps. Donc ça c'est aussi intéressant d'avoir ça en tête si c'est des postes qui peuvent intéresser les élèves qui nous écoutent. Mais donc voilà, la procédure IFA, donc ça c'est les 3 grandes procédures. Et en termes de conseils vraiment concrets, donc je dirais déjà vraiment lire les rapports de jury. Là, si vous êtes intéressé par IFA, des 2 dernières sessions, donc il y a celle de l'année d'avant moi et mon année. Donc ça permet d'avoir, moi je l'avais beaucoup lu quand je postulais, parce que ça permet de comprendre les attentes et c'est quand même intéressant. Et pareil là pour le QCM, il y a des exemples de QCM, donc faut pas hésiter à chercher des informations là-dessus. Je dirais aussi ne pas hésiter à contacter nous. Je crois que sur le rapport de jury, il y a nos noms, nos profils LinkedIn, nos adresses mail, donc il faut que les gens n'hésitent pas à nous contacter. Bon, c'est vrai que on a déjà quelques personnes qui nous contactent, donc ça prend du temps et c'est en parallèle de nos missions, donc on n'a pas toujours le temps de répondre tout de suite, mais il ne faut pas hésiter à nous contacter pour qu'on puisse répondre aux questions, qu'on puisse donner des conseils éventuellement. Moi, j'avais fait cette démarche-là et ça m'a beaucoup aidé parce qu'effectivement, quand on n'a pas fait de stage à IGF, on n'a pas forcément fait de stage dans d'autres administrations, ça aide de comprendre, de discuter avec des gens, de comprendre. Donc, il ne faut pas hésiter à utiliser ces canaux-là aussi d'information. Lire des rapports de l'IGF, c'est un bon conseil, mais c'est important pour comprendre ce qui s'y fait, comprendre la manière de travailler, puis c'est toujours des sujets intéressants, donc ça c'est un bon conseil aussi. Et lire le rapport d'activité, je pense que ça permet aussi d'avoir une vision globale
de l'IGF. Donc vraiment exploiter les ressources qu'il y a sur le site internet de l'IGF et sur la page LinkedIn. Donc oui, voilà. C'est marrant parce que à notre premier épisode, William Envaux nous disait pareil pour la Banque de France. Lui a préparé les concours de la Banque de France. Il nous disait également lire les rapports de jury. Oui. Ça reste un classique. Oui, c'est vrai. Mais des fois, on a peur de se lancer dans la lecture des rapports de jury parce qu'on se dit, on lit, c'est impressionnant. On se dit, là, est-ce que j'ai le profil qui correspond? Parce que c'est vrai que là, en plus, on n'est que la deuxième promo, donc il n'y a pas un grand pool de comparaison. Mais en fait, il faut vraiment se renseigner. Lire les rapports de jury donne vraiment des informations. Et puis pour toutes les personnes qui doutent, qui ne savent pas si elles ont le profil, si elles peuvent se lancer dans cette procédure, il ne faut pas hésiter. Vraiment, l'IGF recherche des profils de toute nature. En fait, des profils... Vraiment, la politique, c'est de rechercher des profils d'excellence en sortie d'école. Et donc, voilà, des profils qui ont fait des stages dans les sujets politiques publiques, des profils qui sont intéressés par les politiques publiques, des profils même qui sont intéressés plutôt par la manipulation des données aussi, parce qu'avec actuellement, il faut quand même de plus en plus manipuler les données. Donc ça, c'est des compétences qui sont aussi recherchées. Mais voilà, au quotidien aussi, le travail à l'IGF, c'est vraiment l'apprentissage. Donc, c'est pas parce qu'on a le sentiment qu'on n'a pas forcément toutes les compétences ex-ante qu'il ne faut pas se lancer dans la procédure de candidature. Voilà, faut vraiment pas hésiter. Je sais qu'il y a des fois des gens qui s'autocensurent, qui se sentent pas légitimes. Il faut vraiment pas hésiter. S'il y a des procédures qui sont comme ça ouvertes en sortie d'école, c'est pour tout le monde. Donc, faut se lancer là-dedans. Et il faut pas hésiter s'il y a un quelconque intérêt. Voilà, faut y aller. Merci Marie pour ces conseils et plus globalement merci pour cet entretien. Merci. Je remercie également Paul pour m'avoir accompagné pendant cet entretien également. C'était un plaisir et à la prochaine. Merci beaucoup. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Pour suivre la sortie des prochains, n'hésitez pas à vous abonner à notre page Instagram, YouTube, Twitter et LinkedIn.